Je m'en souviens. Avec Gilles Proulx. « 1968, voilà une année de bouleversement, mes chers amis, qui a marqué Montréal aussi, le début de la crise linguistique. 1968, comme toute la décennie 60, est probablement la plus agitée. Ce qui devait arriver, arriva. Les Québécois finissent par se rebiffer contre l'anglicisation. Montréal est une ville avec les affiches des raisons sociales anglaises partout. On a l'impression, nous, majoritairement francophones, d'être dans une ville occupée. Et nous sommes revenus petit à petit avec la lâcheté de nos politiciens à cette image-là de nos propres jours. Mais la ville de Montréal est surtout celle des immigrants qui ne veulent pas s'intégrer au groupe francophone. Après tout, nous sommes une quantité négligeable. L'avenir est à l'Amérique, donc à la langue de la suprématie. La liberté de choisir la langue d'enseignement incitait en effet les immigrants à choisir l'anglais, ce qu'ils faisaient de façon presque systématique dans 90% des cas. En 1968, à Saint-Léonard, qui est alors une banlieue, quand la communauté italienne veut que la seule école secondaire de leur ville soit anglaise. Ça ne passe pas. Il y a des limites à l'humiliation. Il y a des maudites limites, diront les leaders politiques. À cette époque, un an après le Québec libre du général, le Rassemblement pour l'indépendance nationale, qu'on appelait le RIN, de Marcel Chaput et un peu plus tard de Pierre Bourgault, est encore très actif, même si René Lévesque parle de fonder un nouveau parti. Le RIN existe encore et il est très actif dans la rue. C'est un parti ou une formation d'agitation. Et au sein de la jeunesse québécoise éduquée, il recrute donc cet orateur qualifié comme étant le plus grand des discoureurs au Québec, Pierre Bourgault. Il influence les jeunes. Pour sa part, il y a le débordement. Le FLQ s'en prend des symboles britanniques. Il l'avait fait déjà dès 61-62. Mais on est loin de se douter que la crise d'octobre de 70 donnera à Pierre Elliott Trudeau le plaisir de déployer son armée dans la ville de Montréal. Mais revenons donc à 68, à Saint-Léonard, qu'on appelait aussi à l'époque Saint-Léonard de Port-Maurice. Un avocat de la place, Raymond Lemieux, à la tête des parents francophones, fera en sorte que le français soit la seule langue d'enseignement. Les rejetons de familles italiennes doivent donc apprendre aux primaires la langue de leur peuple d'accueil au lieu de contribuer à l'anglicisation du peuple et de contribuer à son assimilation. Alors, des écoles clandestines sont créées. Ce refus grossier, à la limite du racisme, ça frise le racisme d'apprendre le français de la part des pea-soups, de la part d'une population latine en plus, c'est des cousins les Italiens, linguistiquement parlant, et catholiques en plus. Illustre donc cette attitude une nouvelle ligne de fracture qui n'est plus d'ordre religieux, mais linguistique. C'est le début de la crise linguistique. Alors que le reste du Canada a tout fait pour éliminer par la force de la loi le français, le Québec est pressé, au nom du bilinguisme, de s'angliciser sans rechigner. Parce que le bilinguisme, c'est toujours une langue qui l'emporte sur l'autre. C'est de faire croire au lapin qui est dans une cage avec le lion qui est égal au lion, quoi. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment. Elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique
elle a quitté son nid pour un autre terroir. Et comme une hirondelle au printemps des musiques, elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs, nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout pour imposer ses mots jusque dans les collèges, et qu'on y parle encore la langue de chez nous. C'est une langue belle qui sait la défendre. La réaction contre cette tentative d'étouffer le Québec et de fouler aux pieds sa langue est vigoureuse. Les années 60 et 70 sont celles du grand amour du français, du moins chez les artistes. Autre époque, autre mœurs, n'est-ce pas? Quand vous regardez nos artistes d'aujourd'hui, joie-lisants, avec des noms anglais pour chanter. La crise de Saint-Léonard est donc un moment charnière. L'année suivante, votre humble chroniqueur, moi-même, alors tout jeune reporter, je participe en personne à la manifestation monstre de McGill français. Je n'avais pas le droit de le faire. Étant reporter, je me devais d'être neutre. Mais mon engagement était plus fort. Il y avait comme un appel qui me disait « Tu te dois, comme citoyen, fils de la Nouvelle-France, de défendre cette langue menacée. » On avait donc organisé une manif en faveur de McGill français en scandant des slogans enflammés. Et après l'accession au pouvoir du Parti québécois en 1976, la population anglophone, à travers ses journaux, atteint des niveaux d'hystérie inégalés. C'était carrément de la haine et du racisme. René Lévesque est comparé à Adolf Hitler. Pouvez-vous imaginer René Lévesque, le politicien le plus démocrate que nous avons eu dans l'histoire du Québec? Même Jean Drapeau l'avait dit dans un discours à Vancouver. Ne lapidez pas René Lévesque. C'est quand même le politicien le plus démocrate, le plus respectueux d'autrui. Et on s'en prenait également à Camille Lorrain, au docteur Mengele. On le comparait au docteur d'Adolf Hitler. Une partie de Montréal fait mentalement sécession d'avec le reste du Québec et s'isole dans une bulle anglo-sphérique, si hostile aux Français que parfois, même s'ils ont mon âge, ces gens-là, des gens qui ont vécu à Montréal toute leur vie, n'en parlent pas un traître mot et ils ne veulent pas le parler. Déjà à cette époque, la gauche radicale, celle qui a la cote auprès des jeunes d'aujourd'hui, s'oppose à la loi 101. La gauche était contre la loi 101. Parce qu'eux autres, c'était d'être plus proches du lumpen prolétariat et ils s'imaginaient que les bons anglo-québécois, qui appartiennent à la minorité la plus riche du Canada, faisaient partie du lumpen prolétariat. C'est pas possible. La folie n'a pas de limite en nos murs. Ils assimilent la cause linguistique à du nationalisme, chose qu'ils exècrent. Malheureusement, cette mentalité paranoïaque prévaut chez les Gabriel Nadeau-Dubois et compagnie. Un jeune qui a encore un peu de morve au bout du nez se permet de refaire la société de nos jours parce qu'il dit représenter les pauvres petits étudiants. En désertant le champ de bataille linguistique, bataille trop nationaleuse, à leur goût, à ces gens-là, au Nadeau-Dubois, ils œuvrent sans le savoir à leur propre défaite. Ils pavent également la voie du Parti libéral du Québec, dont ils favorisent le maintien au pouvoir, ad vitam aeternam. Un PLQ qui a décidé depuis la crise de Saint-Léonard de marcher sur la ligne de la pseudo-paix pour engranger automatiquement les votes des néo-québécois qui s'amènent au Québec et avec succès. Nous aimerions donc que le Parti libéral redevienne celui que M. Philippe Couillard avait dit lui-même à l'auditorium de Verdun lorsqu'il a été choisi chef. Je veux faire de mon Parti libéral celui de Jean Lesage. Jean Lesage était un homme qui avait du panache, qui a affirmé la Révolution tranquille, affirmait la francité, ce qui n'est plus le cas avec cette formation qui ressemble en rien à ce que nous avons connu du Parti libéral de 60 à 66. Madame Bertrand, je suis parfait bilingue, j'aime le bowling, les bons programmes, la danse et le cinéma. J'ai un bon salaire,
j'ai des économies ainsi qu'une auto claire. Aventurière, prière de s'abstenir. Toujours dans cette année 68, une année de révélations choquantes, parfois enthousiastes, le 28 août 68, le Joal, voilà une nouvelle triste, mes chers amis, fait irruption dans la dramatique québécoise avec la première des belles-sœurs de Michel Tremblay, devenue richissime depuis ce temps-là, au Théâtre du Rideau Vert. Ça y est, les Montréalais du plateau, longtemps avant qu'ils ne s'embourgeoisent, peuvent s'entendre. Les personnages de la pièce s'expriment naturellement, exactement ou presque comme dans La rue ou la cuisine, la pièce de Tremblay tenue pour un chef-d'œuvre est jouée partout dans le monde. Bravo! Pour ne pas demeurer en reste, la Ville de Québec aura son propre petit scandale 2 ans plus tard avec le « Vous êtes pas écœurés de mourir, bande de caves », c'est assez, venant du poète Claude Péloquin qui orne la muraille du Grand Théâtre. Mais Claude Péloquin est avant tout un Montréalais. La norme est aujourd'hui d'applaudir ce grand moment de libération de la parole. Mais comme Georges Dor le disait, je suis très critique. On a ouvert la boîte du Pandore au Joal, et par le fait même de l'anglicisation qui l'accompagne forcément. Et pendant les pires périodes de notre suggestion humiliante au pouvoir anglais, à la fin du 19e siècle et au début du 20e, quand le vocabulaire courant s'imbibait de mots anglais, au point que les gens du peuple ne connaissaient même pas leur équivalent français, il a fallu déployer un gigantesque effort de redressement et de fierté linguistique avec les grandes campagnes du bon parler français. Pour ma part, j'ai été sauvé, je n'ai pas peur de le dire, par un de ces missionnaires de la haute culture qui m'a fait apprendre le théâtre et qui m'a tiré de la petite vie d'ouvrier dans laquelle je m'enfermais à Verdun à l'époque. La culture m'a sauvé du sort qui m'attendait. Alors, ne me demandez pas d'applaudir quand la culture se joue sur la tête du peuple, en invoquant et glorifiant la laideur, le joual. Riez tant que vous voulez du maniérisme précieux des orthodoxes du français qui perlait impeccablement. C'est ce français, sa discipline, qui m'a ouvert sur le monde, beaucoup plus que l'Expo 67. Bref, je veux bien reconnaître que Les Belles-Sœurs est un chef-d'œuvre, mais cette pièce a donné aux jeunes élites progressistes le sentiment de s'approprier la réalité populaire et de la nommer ainsi. Quant au peuple, cette ivresse du joual, il vit dedans en permanence, on l'oublie. Maintenant, le franglais s'impose comme jamais et nous sommes censés applaudir aux franglais. Ça fait l'affaire des Anglais qui veulent en finir avec nous. Le joual, c'est devenu la norme. La prononciation, elle s'est relâchée. Il suffit d'écouter des émissions de Radio-Canada ou des humoristes ricanants qui empochent des millions de dollars, imposent leur morale réductrice en lieu et place des beaux dimanches qui nous élevaient quand même à cette époque, les beaux dimanches, par la culture, et à d'autres émissions d'humour qui se complaient à rire de Mathieu Bock-Côté parce qu'il ne parle pas joual. Les politiciens essaient de sembler naturels eux-mêmes en parlant mal. Voilà le piège dans lequel nous sommes tombés. À ma connaissance, aucun autre pays du monde n'a chuté aussi bas. Pour prendre un exemple très proche de nous, aux États-Unis, le président doit s'exprimer avec une certaine éloquence pour donner l'exemple et non pas faire le pitre. Alors, les Belles-Sœurs, et avec tout le respect que je peux avoir pour Michel Tremblay, qui a une belle maison dans les Keys, en Floride, à se prélasser l'hiver au soleil et parler des problèmes du monde, est devenu riche en institutionnalisant la laideur. Et il y avait le plus grand orateur de tous les temps à cette époque, qui s'appelait Pierre Bourgault, l'orateur politique et prolifique hors pair, chef du RIN, qui était constamment dans l'arène, en train de se battre
pour que le Québec soit français et parle un français convenable. Voilà qu'il suffit d'une petite blague pour que tout s'écroule. Toi, tu connais-tu le parler populaire qui s'élève des ruelles pis des caisses populaires? Ce n'est pas une langue chantier, c'est la langue des shops pis des chantiers. Moi, je parle comme je l'ai appris, je parle comme mes voisins quand j'étais petit. C'est pas du français international, moi, ce que je parle, c'est le joual. Oui, 1968, une année agitée. Pensons donc à une autre tradition qui va disparaître grâce à l'agitation et à la provocation d'un gars qui veut devenir premier ministre dès le lendemain du 24 juin 1968. C'est Pierre Trudeau qui se présente au défilé de la Saint-Jean. Il se présente à la fête des Québécois francophones ou des Canadiens français de l'une des deux nations qu'il ne reconnaît pas. Il avait dit auparavant, pour plaire au Canada anglais, il n'y a pas deux nations au Canada, il n'y a qu'une seule nation, et c'est la nation canadienne ou canadienne. Mais pourtant, il se présente à la fête l'une des deux nations. Quelque chose s'est brisé ce soir-là à Montréal, le jour de la Saint-Jean-Baptiste de 1968. Il y a de la révolution dans l'air près du parc La Fontaine, où doivent passer les chars allégoriques. Nul autre que celui qui, demain, le 25, sera le tout nouveau premier ministre du Canada, Pierre Elliott Trudeau, s'est invité au rang d'honneur pour la fête d'une nation qu'il ne reconnaît pourtant pas et dont il va s'évertuer à nier l'existence. Contre cette provocation, des manifestants dont plusieurs sont liés au rassemblement de Pierre Bourgault et aux Chevaliers de l'Indépendance de Réginald Chartrand viennent troubler l'événement et goûter aux matraques des policiers. Ils lancent des projectiles sur la scène où se trouve Trudeau, sans l'atteindre. Celui-ci les regarde en souriant. Il sait que ce coup de publicité va jouer pour lui. Les élections ont lieu le lendemain. L'antipathie du Canada anglais à l'endroit des séparatistes lui vaudra une éclatante victoire aux élections qui s'en viennent. Autre conséquence de cette visite de Trudeau, les jeunes militants séparatistes se défoulent sur les chars allégoriques traditionnels de la Saint-Jean, ce qui va les isoler au sein de la population qui aimait le défilé. Et là, ils vont préférer, lors de l'isoloir, un vote pour Trudeau. Alors, Pierre Trudeau a nié la nation au nom du Canada, mais plusieurs de ses adversaires ont promu un Québec qui niait le Canada français dont il émanait. Trudeau et ses adversaires séparatistes ont donc souvent collaboré à enterrer le Canada français sans s'en apercevoir. Pendant plus d'un siècle et demi, même à l'époque de la minorisation humiliante à Montréal, la Saint-Jean-Baptiste était la fête des Canadiens français, comme la Saint-Patrick et celle des Irlandais. Pour le solstice d'été et la fin des classes, ce qui réjouissait les enfants, bien sûr, on leur faisait organiser des fanfares et chaque école avait la sienne, comme l'école Saint-Henri, celle du Plateau. Alors, non embourgeoisé encore, le Plateau quand même, l'école supérieure Richard à Verdun, le collège Mont-Saint-Louis, l'Académie Roussin de Pointe-aux-Trembles, etc. Toutes ces écoles avaient leurs fanfares et c'était d'une fierté qu'ils participaient en défilant sur la rue Sherbrooke pour participer au défilé de la Saint-Jean-Baptiste. En 67, tout était beau. C'était l'année de l'amour, c'était l'année de l'expo. Chacun son passeport avec une belle photo. J'avais des fleurs dans les cheveux, fallait-tu être niaiseux? J'en garde moi-même un souvenir ému. Toute l'île, chez les francophones, célébrait. Le maire se faisait un devoir d'être là, même si immanquablement ses adversaires le huaient. Ça a été le cas pour Camillien Wood, qui avait déjà reçu des œufs à cette occasion. Mais dans toute la province, des mères ambitionnaient pour leurs enfants, justement, qu'ils soient choisis avec leur petite tête frisée, le garçon à la tête bouclée, pour qu'ils puissent décrocher le rôle du petit Saint-Jean tenant un mouton. Aujourd'hui, on s'émerveille du symbolisme de ces défilés chargés de sens historique et de mémoire, avec ces personnages tels que Jeanne Mance, Delord des Ormeaux,
et son aspect religieux pourtant teinté de paganisme, remontant à la nuit des temps. Je pense au solstice. Mais les jeunes nationalistes québécois de 68 ne veulent pas de cette nation-là qui rampe, qui a comme symbole un mouton. Alors le Québec auquel ils aspirent est débarrassé du Canada français et du passé catholique. C'est alors que l'idée de fête nationale va s'imposer pour effacer la Saint-Jean, qui n'a plus l'impact qu'elle avait, cette fête. Il est vrai qu'on s'est embourgeoisé, on est plus riche, on a des chalets dans le Nord, ou encore on a des motocyclettes et puis des remorques, et on sac le camp durant ce long week-end pour quitter Montréal. Le Parti québécois va l'officialiser plus tard, cette fête nationale. C'est un peu comme si des nationalistes irlandais se battaient pour faire disparaître l'expression Saint-Patrick sous le prétexte que c'est vieillot. Nous, on disait, on a défait, on a enlevé Saint-Jean-Baptiste parce qu'on reçoit tellement d'immigrants qui ne s'intègrent pas nécessairement à nous, on veut les faire participer à la fête du territoire. Donc, Trudeau venait à la Saint-Jean pour nier la nation. Mais ceux qui manifestaient contre lui, en un sens, la niaient aussi, cette fête. Ils, les Trudeau, les Bourgault, ont donc gagné. La Saint-Jean-Baptiste, qui était la joie estivale de Montréal, est devenue une fête comme les autres. Certains militent même pour bilinguiser l'événement. Et pourquoi pas plurilinguiser quant à Yette, il n'y a pas de doute. On a arraché l'histoire des programmes scolaires dans nos écoles du Québec. Quand on crache sur ses origines, autant les oublier pour de bon. Voilà malheureusement l'espèce de sort qui nous guette. Y a pas grand chose dans le ciel à soir, y a pas grand chose, y a rien à voir, y a rien à voir, y a pas de lumière. Qu'est-ce que je vais faire dans le ciel à soir? Je vais pas rester sur mon trottoir, je vais aller danser, j'ai envie de crier. Un mot que c'est donc la grosse misère, quand je suis pogné pour m'ennuyer. Nul doute que le défilé de la fête du Québec aujourd'hui n'a plus l'impact, ne rassemble pas des centaines de milliers de personnes, des 500 voire 1 million de personnes massées le long de la rue Sherbrooke, qui partaient justement du Forum à une certaine époque dans l'Ouest, anglais ou néo-québécois, pour s'en aller vers le parc La Fontaine. Avec le temps, la géographie, la sociologie changeant, les organisateurs de la fête vont changer le tracé. Une année, ça va être la rue Sherbrooke qui va partir un peu plus à l'est pour aller au stade olympique. Une autre année, il va partir d'un endroit au nord de la rue Saint-Denis pour descendre dans le bas de la ville. En un mot, on ne sait plus qui attirer à cette fête, si ce n'est souvent les laissés pour compte ou les gens qui s'ennuient, qui n'ont pas les moyens d'aller dans leur luxueux chalet dans le nord, aller courtiser, ou encore les moyens d'aller à Plattsburgh sur la plage du lac Champlain, ou encore partir avec sa belle roulotte luxueuse pour aller faire des découvertes du côté des États-Unis, ou encore, enfin, de monter à bord de son beau yacht qui vaut 50, 60, 200 000 $ et jouer avec la bédaine bombante sur le lac Saint-Louis, le lac des Deux-Montagnes, en cette fête du 24 juin, et dire qu'on est fiers d'être Canadiens-Français ou Québécois. Voilà où on en est rendu quant à notre texture d'authenticité et de fierté à l'égard de notre passé et d'une fête qui devrait être celle de la fête nationale de tous les Québécois, inclusifs. Québécois, nous sommes Québécois. Le Québec saura faire s'il ne se laisse pas faire. Et les choses changent tellement, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, le défilé de la Saint-Patrick attire beaucoup plus de monde que celui du Québec. Mais ça peut se comprendre. Le 17 mars, on n'est pas encore à nos chalets ou sur un yacht. On reste en ville et on se masse le long de la rue Sainte-Catherine pour saluer les Irlandais qui ne s'intègrent pas nécessairement. Et aujourd'hui, par contre, en plein mois d'août, à la fête gay
la fête des homosexuels et lesbiennes, on se masse le long du boulevard René-Lévesque, et puis là, on participe avec des dizaines et des dizaines de milliers de personnes et à poser des gestes d'une bassesse inacceptable, tels que baisser ses culottes lorsqu'on arrive devant la cathédrale de Montréal pour s'en prendre, par exemple, je ne sais pas, une position trop rétrograde du pape. C'est inimaginable. Et là, on s'empresse de voir et d'inviter le maire, des artistes et des gens dits progressistes s'asseoir dans une limousine quelconque pour se défiler gay. Voilà qu'il y a quelque chose qui n'est pas si gai que ça quand on voit cette décadence, mes chers auditeurs. Nous avons encore beaucoup de volets à vous faire connaître, mes chers amis, quant à cette histoire de Montréal et ses dates marquantes. Et il ne faudrait pas oublier aussi, en quittant la décennie 60, 70, etc., de parler d'une certaine année 1990, où encore des petits gains constitutionnels avaient été enregistrés grâce à Brian Mulroney et ses confrères, qui avaient tenté de persuader et de réaliser l'irréalisable, où l'humiliation va s'enregistrer avec l'accord du lac Meech qui tombe au panier, et s'enregistre en même temps quelques jours plus tard la crise d'Oka qu'on ne peut éviter.